Bonjour à tous, bienvenue au Paris Images Digital Summit, un événement organisé par le Centre des Arts d'Enghien-les-Bains dans le cadre du Paris Images. Cette table ronde intitulée « Les studios immersifs à la conquête du marché international » a pour objet justement de présenter un nouveau label intitulé French Immersive Studio. Comme vous le savez, la France est reconnue pour la qualité de ses productions et les films sont régulièrement diffusés, sélectionnés et primés dans les plus grands festivals internationaux. Et donc, 6 studios ont souhaité se réunir sur ce label French Immersive Studio. Les studios Novelab, Albion, Backlight, Emissive, Innerspace et Small. Avec chacun évidemment un certain nombre de savoir-faire comme la virtual production, la motion capture, la facial capture, la capture volumétrique d'objets, tout un tas d'outils utiles pour développer des contenus immersifs, que ce soit en réalité virtuelle ou en réalité augmentée, et être ainsi mieux armés pour conquérir de nouveaux marchés. Et donc pour en parler, nous avons la chance de recevoir 3 représentants de ces 6 studios. Voyelle Acker. Bonjour Voyelle, bonjour, qui est donc productrice d'expériences immersives chez Small Creative, qui est une filiale de Small by MacGuff, qui est un studio qui est dédié aux expériences immersives, innovantes. Et vous êtes à l'origine finalement de la création de ce label qui réunit donc les 6 plus gros studios français que j'ai cités il y a quelques minutes. Fabien Baratti, qui est le directeur général de la société Emissive. Emissive a été fondée en 2005. Elle produit également des expériences interactives innovantes dans différents domaines, à la fois comme agence, puisque vous travaillez pour de nombreuses marques, notamment des marques de luxe, mais vous êtes également investi dans le domaine de l'art, de la culture, et vous travaillez avec des musées, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Et enfin, Jonathan Tamen. Jonathan Tamen est le cofondateur de Backlight, une société qui a été fondée en 2008, qui est un studio à la fois d'animation et de post-production, et c'est un des studios pionniers en matière de réalité virtuelle, puisque vous avez commencé à produire des premières expériences depuis maintenant 10 ans. Et Backlight est désormais un acteur mondialement reconnu. Vous avez récemment produit Le Bal de Paris de Biancali, qui est un spectacle vivant et immersif en réalité virtuelle, qui a été lancé il y a quelques mois. Voilà. Merci à vous. Pour démarrer cette table ronde, je voudrais qu'on évoque la genèse de la création de ce label, French Immersive Studio. Qu'est-ce qui vous a conduit justement à la création de ce label? Voyelle. C'est moi qui démarre. D'accord. Alors, juste peut-être qu'il faut définir de quoi on parle. On a l'habitude maintenant de parler de narration immersive ou d'expérience immersive. On a volontairement décidé de ne pas se restreindre à une technologie. Tu as cité tout à l'heure un certain nombre de savoir-faire ou d'expertises qui vont de la production virtuelle à la facial capture, motion capture, etc. Peu importe, en fait, on se veut agnostique en termes de technologie. Nos différents studios que l'on considère et on s'excuse d'emblée. Aujourd'hui, on n'a pas vocation à être un cercle fermé. Il se trouve qu'on a rassemblé ces 6 studios qui nous semblaient faire partie, effectivement, tu as cité le terme de pionnier tout à l'heure. Pionnier en la matière, c'est peut-être, je ne sais pas, une dizaine, une quinzaine d'années. On vient tous d'origines différentes et d'expertises différentes, mais néanmoins, on raconte des histoires, on traduit ces histoires, on se sert des nouvelles technologies pour raconter des histoires différemment. Ça, c'est ce qu'on fait. Je ne crois pas trahir mes camarades donc dans l'ensemble de nos studios, avec des technologies différentes, avec des modèles économiques différents. J'ai cité le mot que personne ne veut citer, mais néanmoins, je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Et donc, la genèse de cette initiative, c'est de dire, oui, effectivement, en France, on a des studios qui fabriquent ces fameuses narrations immersives qui peuvent prendre plein de formes différentes. On en parle beaucoup, on en parle à l'étranger. À l'étranger, on est souvent reconnu, effectivement, tu l'as dit, pour notre créativité, pour nos talents. On est un peu des cavaliers fous.
Certains nous jalousent nos systèmes de financement qui sont certes intéressants, mais ce n'est pas la panacée non plus. Mais oui, on est des faiseurs et on sait se retrousser les manches pour développer ces projets-là. Simplement, il ne faut pas croire que c'est simple. On a effectivement un énorme problème de financement qui n'est pas spécifique à la France. Encore une fois, on est plutôt bien placé par rapport à d'autres pays, mais qui est néanmoins réel. Et ça, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on travaille sur des projets où il n'y a pas une industrie ni un marché mature. Donc, il faut pouvoir à la fois tisser un tissu industriel fort, solide, en capacité d'être rentable. Ce n'est pas aujourd'hui encore tout à fait le cas. On pourra en discuter avec Fabien, avec Jonathan tout à l'heure. Mais voilà, l'idée, c'était de donner de la puissance à ce tissu industriel, sachant qu'il faut comprendre qu'on a la création. Donc, on a la création qui peut prendre plein de formes différentes, encore une fois, mais qui est souvent financée par des producteurs. Et puis, on a des gens qui fabriquent. Des gens qui fabriquent, il n'y en a pas tant que ça. On n'est pas que 6 en France, mais voilà, c'était l'origine de ce French Immersive Studio. C'était de dire il faut qu'on arrive à se structurer, à s'organiser pour être dans le partage de savoir-faire, de bonnes pratiques, parce que c'est dur pour tout le monde. Et si on veut pouvoir fabriquer et être au service de nos producteurs qui viennent chercher cette fabrication chez nous, puisqu'on officie à la fois en tant que prestataire que producteur pour certains de nos projets maison. La réalité, c'est que si on n'avait pas cette activité de prestation de services ou de prestataire ou de coproducteur exécutif pour d'autres projets, on ne pourrait pas vivre de nos propres créations. Donc l'idée, c'est toujours de penser qu'on est, nous, studios, on fonctionne sur 2 piliers. La prestation de service et la production ou la coproduction, et que pour que cette fameuse œuvre de création, cette coproduction fonctionne, il faut que nos studios soient forts. Donc c'est un petit peu ce qui sous-tend cette initiative de se regrouper pour pouvoir potentiellement aller chercher des plus gros contrats, se les partager. Je souhaite que ce ne soit pas un vœu pieux. Ça se passe pour l'instant très très bien. D'en parler, parce que c'est aussi une approche assez inédite, effectivement, d'avoir cette capacité de se réunir pour affronter justement le marché international et en tout cas amener des projets. C'est vrai qu'on a parlé qu'en France, il y a un écosystème qui s'est développé, notamment grâce aux pouvoirs publics qui ont financé et soutenu des contenus originaux. Donc c'est vrai que grâce à ça, effectivement, la réalité virtuelle a émergé, en tout cas des créations originales ont émergé en France. Chacun, vous travaillez finalement sur ces 2 piliers que vous citiez, c'est à la fois les contenus originaux portés par des producteurs ou portés même parfois au sein même de vos studios, et puis l'activité de prestation. Est-ce que justement le développement des studios français passe aujourd'hui nécessairement par l'international? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que le marché français n'est pas suffisant pour pouvoir être rentable? Ouais, merci. C'est une bonne question. Aujourd'hui, alors on a un petit paradoxe en France, c'est que finalement sur ces nouvelles technologies, là, sur tout ce qu'on appelle la XR, donc qui regroupe la VR, la R, la Virtual Prod, etc., et ben en fait, on a plein de studios extrêmement talentueux en France. Vraiment, il y en a finalement quand même pas mal, quoi. Quand on fait l'état des lieux de la production, de tout ce qui se passe en XR à travers le monde, bah finalement on est plutôt nombreux en France. On a pas mal de passionnés qui s'y sont mis, pas mal de studios qui ont fait cette conversion. Donc nous par exemple chez Backlight on a vraiment commencé la XR, donc on a commencé avec la réalité augmentée en 2010 et la réalité virtuelle qui est notre cheval de bataille aujourd'hui, qu'on a commencé en 2014. Donc ça fait effectivement 10 ans qu'on est un peu dans ces technologies-là et 6 où on fait vraiment de la VR à fond.
On a fait, je pense, partie des premiers à vraiment s'y mettre, mais aujourd'hui en France, il y a beaucoup de studios qui s'y sont mis et qui fabriquent de la réalité virtuelle avec beaucoup de qualité. La fameuse French Touch dont on parle, elle est présente partout. Alors on parle souvent de French Touch, mais c'est surtout, je parlerais du bon goût à la française, on va dire, en termes d'art et de créativité, de création. On a des super écoles, on a une super culture artistique en France. C'est pas pour rien que dans le monde entier, on aime les marques françaises, on aime l'univers français, on aime Paris, les villes françaises, etc. C'est parce qu'on a cette culture qui est quand même très implantée. On est la première destination touristique du monde. C'est pas pour rien. Et ça, c'est quelque chose qui fait qu'en France, finalement, sur la réalité virtuelle et sur toute la XR, on a pas mal d'acteurs qui produisent beaucoup de choses très qualitatives. Donc nous, avec ce label-là, on a commencé, si vous voulez, par se réunir, voilà, les 6 agences, 6 studios dont on parle. Il y a effectivement beaucoup de gens qui vont pouvoir nous rejoindre dans la foulée. Et paradoxalement, finalement, des studios, des agences capables de fournir la qualité que fournissent les agences françaises, il n'y en a pas tant que ça à l'international. Quand on regarde le marché américain, quand on regarde certains marchés asiatiques, etc., et puis même à l'échelle de l'Europe, des studios qui fournissent ce savoir-faire, qui sont autant avancés, on va dire, sur toute l'XR, on est plutôt bien lotis en France là-dessus, sur la quantité de studios. Ce qui fait qu'au final, le marché, qui est encore naissant, est peut-être un peu petit par rapport à la quantité d'agences qu'il y a en France. Donc là, nous, le label, il a vraiment vocation à aller justement chercher dans ces pays où il y a des financements, où il y a de la trésorerie aussi, il faut le dire, ces marchés où la qualité de ce qu'on produit en France, vraiment, n'a pas à rougir, voire est au niveau, voire supérieur à beaucoup de grosses productions américaines. On n'a pas de souci à aller produire la même qualité. Ce côté où eux, ils ont beaucoup de moyens et ils font des trucs de dingue, finalement, on est capable en France aussi de produire cette qualité-là. Et donc, on va aller chasser ce genre de contrat, ce genre de projet, parce qu'il n'y a pas de raison que la qualité française ne s'exporte pas aussi sur la XR. Et donc c'est vraiment ça qu'on veut faire aujourd'hui, c'est étendre ce marché-là à l'international et que tous ces studios, on a vraiment, quand on regroupe tous les prix, toutes les nominations que les studios français ont eu à travers le monde, c'est des chiffres incroyables. Il y a des centaines de prix, des centaines de nominations à des festivals partout dans le monde. Et c'est vraiment la preuve que ce vivier-là est très efficace. Et donc on veut aller amener ça partout et puis voilà, faire venir des projets pour faire monter les équipes, faire s'installer cette industrie ici, faire travailler les étudiants qui sortent d'école, qui sont passionnés par ces technologies-là. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de porter comme ça. La part justement aujourd'hui du marché international dans vos boîtes respectives, est-ce que aujourd'hui ça représente une part importante ou encore tout à faire, et d'où justement la création de ce label? Je pense qu'on dira tous qu'elle est insuffisante aujourd'hui. On a envie de le développer, vraiment. On en fait, mais on n'en fait pas assez. Nous, ça doit représenter 20%, 30% du chiffre d'affaires au grand maximum, quoi. Ce qui est déjà si ce n'est important. que, en fait, si on réfléchit bien, je parle juste sur l'activité narration immersive. Je dis ça pour les boîtes parmi nous qui font aussi du linéaire ou des effets spéciaux. Je reste sur la XR. D'une certaine manière, on est 100% international parce que ces projets-là ont de toute façon vocation à se balader dans le monde entier. On ne travaille plus pour une chaîne de télé avec une diffusion géolocalisée. Donc après, il y a des géolocalisations, mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on ne peut pas concevoir un projet VR, large scale, peu importe, on ne peut pas le concevoir uniquement pour le marché franco-français. Donc d'une certaine manière, même si on reste sur une fabrication et un financement 100% français, ce qui est de moins en moins le cas sur nos projets, on a de plus en plus besoin d'aller chercher de la coproduction internationale ou du financement privé, qui n'est pas forcément 100% français. Quoi qu'il en soit, en termes de distribution, d'exploitation, on est obligé de réfléchir international. Et c'est aussi le cas sur toutes les expériences muséales qui sont en train de se concevoir et de se fabriquer en ce moment. Tous les interlocuteurs auxquels je parle pensent automatiquement international. Ça a toujours été, c'est une particularité de ces nouvelles écritures. À partir du moment où on a commencé à réfléchir pour les nouvelles plateformes, on n'était plus sur du très localisé franco-français. Donc voilà, ça répond à demi-mot à ta question,
Mais d'une certaine manière, si on veut au sens très large du terme, nos productions, enfin nos projets sont 100% internationaux. Maintenant, c'est sûr qu'on aimerait avoir plus de financement international et d'où l'idée d'aller chercher des projets qui viennent se fabriquer chez nous en prestation de services pour utiliser le crédit d'impôt international. Parce que ce que je peux ajouter par rapport à ce que disait Jonathan, c'est que en gros, l'idée, c'est de se payer de la qualité française à finalement un prix relativement compétitif sur le marché international. Voilà. Grâce effectivement au crédit d'impôt international, on en parlera tout à l'heure, et puis évidemment à la capacité française d'optimiser, on va dire, les coûts de production. Alors, et structurer, je voulais juste rajouter aussi, structurer notre plateforme à nous tous, c'est aussi une question de volume, de qualité évidemment, de talent et de compétences et de savoir-faire. On veut avoir le prisme entier de tous ces savoir-faire pour gérer un projet de A à Z. Mais tu l'as dit, il y a une question de volume de gens aussi. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas avoir des studios à la Pixar dans la XR aujourd'hui, ce n'est pas possible. En revanche, si on commence à aligner toutes nos compétences dans tous les studios, on est capable à un moment, si on sait bien s'organiser, organiser un pipeline de production, on est capable d'avoir quand même un certain volume et de pouvoir sortir des gros projets. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent avec les petits projets nouvelles écritures que les uns et les autres essayent de sortir contre vents et marées. Donc effectivement, d'avoir cette force de frappe pour aller à l'international et de disposer, on va dire, des équipes suffisantes. Mais il y a aussi également, chacun d'entre vous, vous avez aussi des spécificités en termes de secteur, de clients, on va dire. Donc c'est aussi cette approche-là. Fabien, notamment, vous travaillez beaucoup avec les marques, des grandes marques internationales pour proposer des expériences immersives, également avec des musées. Justement, est-ce que finalement, le fait d'avoir des clients très divers, un portefeuille de clients peut être aussi un atout pour ce collectif? C'est sûr que c'est un atout pour le collectif. De toute manière, plus on arrive à toucher différentes institutions, entreprises, avec ces nouvelles technologies, le grand public aussi, plus la technologie elle-même va se développer et nos studios vont se développer. Donc bien sûr c'est bénéfique, c'est bien de toucher à plusieurs usages, dans plusieurs domaines. Et donc on travaille, oui en effet, nous alors beaucoup avec les marques. Il y a d'autres studios bien sûr de la French Immersive Studios qui travaillent avec des marques, et c'est des marques très différentes, ça peut être des industries plus dans du luxe ou de la construction ou de la formation, ça peut être très très différent. Et il y a aussi tout ce qui est médiation culturelle, donc pour les musées, la culture, l'art, qui aussi se développe beaucoup. Mais derrière tout ça, il y a aussi la réalité économique, et donc des modèles économiques. Là, on est vraiment, encore une fois, on est pionnier, on défriche, on explore ce qu'il est possible de faire économiquement avec ces technologies. Donc c'est sûr que depuis des années, on vit avec ces formats d'agences où on répond à des besoins un peu sur mesure pour nos clients. Mais chacun, je pense, dans nos studios respectifs, essaye aussi de développer des approches plus produits ou de production ou de contenu, voilà, pour avoir un autre modèle aussi économique. Et je pense que même dans le monde entier, il n'y a pas vraiment de solution qui est encore définie. Il n'y a pas encore de solution miracle, mais c'est vrai qu'on en discutait il y a quelques années avec toute l'industrie, tous les acteurs de la réalité virtuelle nous promettaient justement une croissance à 2 chiffres, en disant que ça allait vraiment révolutionner le domaine de l'entertainment. Et on s'aperçoit après 7 ans, 8 ans, 10 ans, certes, la réalité virtuelle, les expériences immersives se sont beaucoup développées, et vous en êtes la preuve, mais en même temps, il y a un modèle économique qui n'est pas encore tout à fait trouvé. On sent qu'il y a encore des réflexions en cours pour arriver à trouver quelque chose qui soit une vraie industrie en termes de contenu immersif. C'est une très bonne remarque. Après, c'est vrai que c'est une technologie qui, quand même, dans sa version moderne, on va dire, est quand même assez récente finalement.
Les casques de réalité virtuelle, c'est quelque chose qui existe depuis voilà, les premiers vrais modèles un peu grand public utilisables. Ils sont arrivés en 2013-2014. Et on s'est retrouvés, et ils ont été portés à l'époque par une société qui s'appelle Oculus, dont tout le monde a entendu parler, qui était un Kickstarter. Il ne faut pas oublier ça. C'est des passionnés qui ont fabriqué un casque de réalité virtuelle dans leur garage. Ça a tellement plu à la communauté qu'ils ont levé des millions de dollars dessus et qu'ils en ont fait un produit et qu'après ils ont été rachetés par Facebook et c'est devenu quelque chose d'assez grand comme ça. Mais à la base, c'est un Kickstarter. Donc c'est des mecs dans leur garage qui ont mis 2 lentilles sur un téléphone portable et qui en ont fait quelque chose. Ça a d'ailleurs porté un peu préjudice à la technologie après parce que le téléphone portable avec des lentilles a fait beaucoup de mal à la réalité virtuelle pendant longtemps. Mais aujourd'hui, si cette technologie ne s'est pas développée aussi, c'est parce qu'ils se sont retrouvés dans une situation où les industriels, pour pouvoir fabriquer des casques de qualité, ils voulaient pouvoir en vendre, mais pour en vendre, il fallait qu'il y ait du contenu dessus. Et le contenu, c'est le nerf de la guerre, et malheureusement, sur la réalité virtuelle aujourd'hui, les grands acteurs du jeu vidéo, les grands acteurs du cinéma, les grands acteurs de toutes ces choses-là ne sont pas encore montés dessus comme il aurait fallu monter dessus, comme on aurait voulu qu'ils montent dessus. Y a les grandes licences de jeux, de cinéma, etc. ne sont pas encore arrivées sur ces casques. Donc les gens... le grand public, on va dire, n'est pas encore... donc ça commence à venir, là, ça fait 1 an, 2 ans qu'on sent que ça monte en puissance, que justement il commence à y avoir un petit peu des grandes marques qui arrivent sur ces plateformes-là, mais le grand public n'a pas encore retrouvé ses marques, pas encore retrouvé les habitudes de consommation qu'ils ont sur tous les autres supports, sur la réalité virtuelle. Et voilà, donc on est un petit peu dans cette situation où les industriels attendent de vendre des casques pour produire du contenu et où les clients attendent le contenu pour acheter des casques et du coup ça prend du temps à se mettre en place. Un peu l'œuf et la poule. Donc Exactement, mais il faut comprendre que ça, par exemple, c'est l'industrie du DVD, l'industrie des consoles de jeux vidéo, etc. Elle a toujours fonctionné comme ça, c'est-à-dire qu'il y a d'abord eu le contenu sur ces supports-là, le contenu a fait que les gens ont eu envie et donc ils ont acheté les appareils et puis ainsi de suite et c'est devenu. Et c'est vrai qu'on n'a malheureusement pas eu ça sur la réalité virtuelle. C'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à développer justement sur la réalité augmentée, puisque tout le monde a un téléphone portable, on peut faire de la réalité augmentée partout, même si celle qui est fantasmée, ce sera celle à travers des lunettes aussi, puisqu'on attend tous de pouvoir voir des petites créatures bouger, des choses comme ça autour de nous dans le monde physique. Donc le téléphone, c'est sympa pour la réalité augmentée, mais ce n'est pas encore ce qu'on fantasme partout sur le sujet. Mais voilà, donc tout ça, c'est des choses qui se mettent en place, où les technologies doivent grandir encore un petit peu, mais où le public doit l'adopter pour que ça suive finalement et que ça se développe autant. Donc c'est un peu l'explication du pourquoi c'est pas encore là. Et voilà, et c'est pour ça que beaucoup d'entre nous, dans les studios de réalité immersive, on est beaucoup parti sur ce qu'on appelle le location-based finalement. On fabrique des contenus qui vont être visibles dans des lieux dédiés aussi. Donc c'est une grande tendance là qu'on a pu voir ces dernières années dans le muséal où on va créer des expériences que les gens vont pouvoir venir. Donc ils n'ont pas le matériel chez eux, ils viennent le vivre dans un environnement contrôlé avec du matériel qu'on ne pourrait pas avoir à la maison, où il va y avoir peut-être parfois, nous on aime bien créer des choses où il va y avoir des sensations physiques qui vont être rajoutées à la réalité virtuelle. Il y a un environnement qui est créé. Exactement, on va créer des effets de vent, des effets de vibration, des choses comme ça qui vont venir augmenter encore les sensations de réalité virtuelle et de réalité immersive. Et du coup, voilà, c'est des choses qu'on peut vivre dans ces fameuses salles de divertissement qui existent, ou dans des musées, ou sur des expositions, ou dans des salons, etc. Et ça, pour nous, c'est un vecteur aussi. On fait connaître. Ça fait des années qu'on fait tous ces salons, qu'on vient participer, qu'on montre au grand public ce que ça peut être que ces technos-là. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on partage et qu'on fait monter doucement. Mais là, ça a l'air d'être parti. Il faut savoir aussi que ces technologies-là, dans le monde industriel, aujourd'hui, elles sont utilisées. Dans le médical, elles sont utilisées. Dans l'industrie automobile, elles sont utilisées au quotidien. Ça augmente dramatiquement l'efficacité, l'apprentissage, le prototypage dans plein de domaines. Donc c'est des technos qui sont implantés dans tous ces aspects-là. Juste, c'est pas celle qu'on voit le plus ou c'est pas celle auquel on pense le plus parce qu'on est très focus images, effets spéciaux, jeux, divertissement, etc. Et donc on s'attend à les voir là. Mais la réalité virtuelle augmentée, elle est déjà implantée et utilisée à grande échelle dans toutes ces industries. Et donc la techno va s'améliorer, les prix vont descendre, ça va devenir accessible et on en aura partout bientôt. C'est vrai que la difficulté, c'est que ça finalement ça diffuse dans plein de secteurs différents, donc ça nécessite des compétences diverses, des clients aussi qui sont très différents. Effectivement, nous on parle beaucoup effectivement de la partie entertainment, divertissement, qui est un des aspects importants. Et c'est vrai que trouver le bon modèle n'était
pas évident, notamment pour les contenus originaux, parce qu'on réfléchissait un petit peu comme on faisait pour le cinéma ou pour la télévision. Et donc avec des remontées de recettes notamment, et donc avec des lieux, les LBE justement, où on peut voir les contenus, les casques avec des offres tarifaires un peu sous la forme comme la SVOD. Donc c'est finalement de trouver ce modèle-là. Puis il y a la commande que vous évoquiez effectivement, notamment avec les musées, avec des lieux qui veulent des vraies expériences, où là on a un sentiment que d'une part, ça vous permet de faire tourner aussi la boutique, et puis qu'il y a une vraie demande, et ça permet un peu de patienter en attendant finalement que le marché, on va dire, du divertissement classique, avec un système de distribution qu'on peut retrouver dans le cinéma et la télévision, soit plus mature. Tu l'as bien résumé, en fait, les poncifs sur le pourquoi ça ne se développe pas et ça ne marche pas, on les connaît. Mais si on prend en référence l'adoption du cinéma ou de la télévision, tu vois, il y a effectivement une question de l'œuf et la poule en termes de contenu. Est-ce qu'il y a suffisamment de contenu pour que les gens aient envie de s'équiper? Il y a une question d'équipement. Honnêtement, la technologie évolue très très vite et si on prend encore une fois ce parallèle avec les appareils de télévision, franchement, je mets au défi de regarder la durée d'adoption d'un certain nombre de la population de ces équipements-là. Et puis après, il y a la question effectivement du financement. Donc il faut qu'on ait à la fois des talents, des gens qui, côté narratif, artistique, aient envie de se frotter à ces nouvelles écritures. C'est pas simple. Il y a aussi des gens qui ont envie mais qui ne comprennent pas et donc qui ont du mal à s'approprier ces nouvelles façons de designer, de concevoir, de réaliser ces projets-là. Après, il y a la question effectivement des talents techniques. Alors tu l'as dit, on a des super bonnes écoles. La question c'est aujourd'hui plutôt comment on retient nos talents chez nous, parce que moi j'assiste, je suis en contact avec pas mal d'étudiants et ils te disent tous est-ce qu'on peut partir faire un stage au Canada? Ils ont tous envie de partir à un moment parce que probablement ils ne savent pas qu'on a toutes ces industries ou ces studios ou ces boîtes qui sont très friandes et qui ont envie de les recruter aujourd'hui. Et puis, effectivement, il y a cette question du B2C, B2B. En fait, dans le B2B, on est déjà là depuis une trentaine d'années. Dans le B2C, qui est plutôt l'entertainment, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, en tout cas c'est le secteur d'activité dans lequel on travaille tous, effectivement, le temps que ça arrive jusqu'au consommateur, c'est plus long. Il faut inventer les modèles. Il y a eu effectivement toute une tendance mode, je dirais pas mode en fait, parce qu'il y a toujours eu du LBE et il y en aura toujours, je l'espère. Il faut dire qu'on a été un peu freiné là dans la dernière année sur des velléités d'amener des projets avec du public, beaucoup de public, des manipulations, etc. Bon, c'est pas de chance. Après, justement, à ce propos, le fait justement que les lieux de divertissement ont été longtemps fermés, ils sont toujours fermés actuellement. Est-ce qu'il y a eu justement une appétence pour justement une pratique plus domestique pour visionner des contenus, des expériences? Est-ce que vous l'avez-vous constaté justement en se disant tiens, c'est un divertissement, on n'était pas forcément équipé, donc les gens allaient dans des lieux dédiés, et puis le fait qu'ils soient obligés de rester chez eux, est-ce que finalement ça a pu jouer positivement pour la réalité virtuelle? Il y a eu une transformation, c'est sûr, puisqu'il y a eu forcément moins d'usage LBE quasiment coupé net. On sait que... Alors, les chiffres sont souvent très, très obscurs. Les plateformes ne communiquent pas beaucoup sur les chiffres. Après, individuellement, quand on a des projets, quand on est concerné par un projet, on obtient les chiffres de vente. Et je crois quand même qu'il y a des chiffres assez impressionnants, notamment sur les dernières générations de casques. Pour ne pas le citer, le Quest 2, là, qui est quand même... on fait quand même un bond qualitatif en termes... à la fois de contenu, mais de facilité d'usage et de prix, puisqu'on on est dans les 300 €. Je ne connais pas les chiffres de vente de Noël dernier, mais on nous a tous annoncé qu'il se passerait quelque chose. En tout cas, ça s'est plutôt bien vendu, a priori. Après, encore une fois, on est toujours dans la situation où il faut du contenu pour que les gens achètent. Donc
Donc, en tout cas, ça a été un vecteur positif sur certains aspects pour l'adoption de la réalité virtuelle. Ça a été un vecteur, comme pour toutes les industries, ça a été un vecteur négatif sur d'autres. Parce qu'il y avait surtout ces technologies-là, finalement, qui ne sont pas encore pas forcément toutes bien comprises et bien maîtrisées par les industriels traditionnels, on va dire. Il y a un peu de notion de fantasme. Donc il y a eu beaucoup notamment avec toute la pandémie là, de demandes, d'événements, mais qui n'étaient pas vraiment possibles ou qui n'étaient pas possibles si facilement que ça. Parce que il fallait que les gens, pour faire des réunions en réalité virtuelle, il faut que les gens aient des casques. Pour faire des événements à 500 personnes, il faut avoir des serveurs incroyables. Donc c'est des choses qui n'étaient pas si évidentes que ça, parce qu'il y a eu de la demande comme ça. Il y a eu beaucoup de demandes. On va numériser, digitaliser tous les événements, vu que les gens peuvent plus se voir en physique, on va les faire se voir en virtuel. Ça a été fait. Il y a eu pas mal de choses comme ça qui ont été faites, mais c'était finalement pas autant de la XR que ça, où ça a été freiné, où ça n'a pas forcément été aussi qualitatif que les gens l'auraient espéré, parce qu'il y a toujours un petit peu de fantasme autour de ces technos-là, alors qu'il y a toujours des contraintes sur ces technos-là. On parle d'image, mais on oublie souvent le son, l'environnement, et donc il faut évidemment avoir soit des super équipements chez soi, et effectivement la capacité dans un lieu où tout a été pensé, préparé, évidemment, peut offrir une expérience plus forte, et c'est peut-être ça aussi la difficulté, se dire finalement, je dis, ça peut être pareil un petit peu pour le cinéma, quand on va voir un Star Wars et on le regarde sur son téléphone, on ne va pas avoir la même expérience immersive en termes d'intégration sonore et des choses comme ça. Donc, mais on va dire que c'est plus... quand il s'agit d'un film, on est prêt à pouvoir le regarder sur un petit écran ou des conditions moindres, alors que la réalité virtuelle, peut-être qu'il y a aussi la capacité d'avoir une qualité d'expérience un petit peu optimale, sinon il y a un côté un peu déceptif. Oui, mais le revers de la médaille, c'est que ça ne se fait pas en 2 minutes. Et qu'en fait, trop de gens, je pense que c'est un écueil pas mal dans les médias, et notamment les médias traditionnels, c'est que... oui, beaucoup de gens se sont précipités pour faire des choses pas très qualitatives. Ça nous a tous beaucoup nui. Et comme dans le cinéma, nous, ce qu'on fait, c'est de la belle image. Et donc, et pour produire de la belle image en 360, a fortiori en interactive ou en 6DoF, enfin voilà, qui permettent une expérience qui va au-delà d'une expérience narrative linéaire, mais d'aussi bonne qualité. 1, c'est très cher. Et 2, ça prend du temps. Donc effectivement, moi je suis assez contre toutes les initiatives trop rapides, parce que c'est très contre-productif pour nous, parce que les gens, ils font une fois de la réalité virtuelle, ils ont la nausée, ou ils ont une image dégueulasse, ou c'est pixelisé, ou ça saute, ou ça bug, et ben ils n'y reviennent pas. Et on a une vraie exigence et une vraie responsabilité à sortir de nos studios. C'est pour ça aussi qu'on a choisi des studios qui font référence, qui ont eu des prix dans tous les festivals internationaux. Honnêtement, si on aligne les productions de nos 6 studios, et encore une fois, aucune vocation à rester un cercle fermé ou un club privé, il y en aura d'autres, et on fait un appel à candidature pour recevoir, pour accueillir en notre sein de nouveaux membres. Mais en revanche, je pense que, et vous serez d'accord avec moi, on ne fera jamais de concession sur la qualité de ce qui doit sortir de nos studios, parce que c'est notre vitrine, parce que c'est justement ce label French Tech, French Immersive Studio qui doit nous servir à ramener des contrats de qualité et en volume depuis l'étranger. Alors parlons concrètement de ce label, parce que c'est aussi, on parlait justement, le thème de cette table ronde, c'est l'international et c'est conquérir ces nouveaux marchés. Concrètement, quelle va être, parce que c'était créé très récemment, votre stratégie pour aller chercher de nouveaux projets? Quelles sont vos cibles? Voilà, comment vous comptez vous organiser justement pour aller chercher ces nouveaux projets? Bon, moi, je peux parler juste peut-être de la logistique et de l'organisation, mais après, j'aimerais plutôt entendre Jonathan et Fabien sur ce sujet. Mais pour l'instant, ce qu'on crée, c'est avant tout un canal de communication entre nous. Parce que, alors, il y a le savoir-faire, hein,
et on a tous des savoir-faire. Et puis, il y a le faire savoir. Aujourd'hui, on est tellement le nez dans le guidon sur nos productions, prestations, contrats, BizDev, parce que malheureusement, on est obligé en permanence d'aller chercher des nouveaux contrats, projets, financements et autres, on n'a pas tellement le temps à consacrer à le fameux faire savoir. Donc, on se dit déjà qu'en mettant en commun nos équipes, quand on a le luxe de pouvoir se payer un community manager ou des équipes en termes de communication, c'est tout bénef. Et ensuite aussi de partager nos savoir-faire, nos bonnes pratiques, les écueils, les difficultés auxquelles on s'est confronté. Parce que c'est ça ce qu'on fait quand on dit qu'on défriche, qu'on est des pionniers. C'est qu'en fait, on se prend en permanence des murs. Comme on est sur un nouveau terrain de jeu, voilà, faut qu'on teste, on reteste, on bêta-teste, on super-teste. Et c'est ça, en gros, notre quotidien. Donc, effectivement, si on est capable à un moment de se parler et de partager, voilà, ça marche pas, j'ai testé, tu gagnes du temps, et inversement. Et on est dans une logique de réciprocité. Donc, je dirais que ça, c'est vraiment la base. Et ensuite, on vient juste de se regrouper, on a plein d'envies, on liste un petit peu toutes les bonnes idées et maintenant à l'attaque, quoi, je dirais. Vous voulez compléter ? Comment cette initiative est reçue justement à l'étranger ? Est-ce que vous avez commencé justement à communiquer sur certains territoires ? D'ailleurs, quel territoire vous visez en particulier ? Fabien, peut-être. Alors, en effet, FIS, ça permet de mutualiser notre savoir-faire. Ça permet aussi de se faire entendre d'une caisse de résonance. Une caisse de résonance. On va avoir une voix plus forte tous ensemble. C'est très important. Donc, je pense que on va voir ensemble, en effet, comme dit Voyelle, on vient juste de se structurer, mais on va passer par les réseaux français, je pense, comme l'Institut français ou Business France, mais aussi par tous les festivals dans lesquels, comme on y est toujours d'une certaine manière, on va communiquer sur FIS et donc sur tout ce qu'on peut apporter au monde entier grâce aux studios français. La petite différence avec ce qui se passait avant, c'est qu'on passe notre temps à voyager, bon, pas en 2020, mais on a passé beaucoup de temps les uns les autres sur des festivals, soit parce qu'on est sélectionné, soit parce qu'on est nommé, soit parce qu'on fait de la curation, de sélection, VR, etc., ce qui a été aussi mon cas dans les précédentes années. Donc, à nous tous, on connaît un petit peu la planète XR, mais individuellement, on n'est pas aussi puissant que quand on dit « je suis émissive, membre du French Immersive Studio », qui est pour le coup une plateforme, et cette plateforme, elle a fait tel projet, que forcément, à un moment, on en connaît un. Et ça a de la puissance, parce que tout d'un coup, on affiche une force de frappe qui est plus pertinente ou efficace qu'un seul studio, même si voilà, ces 6 studios-là sont relativement reconnus. Et encore une fois, je dis relativement en toute modestie, parce qu'on sait qu'on est dans un écosystème très... voilà, on est aussi dans l'entre-soi et on essaye de sortir de cet entre-soi. Et c'est bien l'idée de French Immersive Studio, c'est de ne plus parler en notre nom individuel de personne ou de studio, mais plutôt au nom de l'industrie française de l'immersif. Dans le domaine de l'entertainment et du narratif, évidemment, parce que sinon, on est 1000 fois plus nombreux. C'est une démarche qui commence là. C'est des studios qui se connaissaient un petit peu entre eux, qui se sont réunis entre eux. Il y aura d'autres, ceux qui voudront venir nous rejoindre, ce sera discuté et on agrandira le cercle dès que possible. Pour ce qui est de la stratégie sur les marchés internationaux, on va essentiellement commencer par l'Amérique du Nord, qui est
qui est évidemment un endroit où il y a des budgets, où il y a des envies, où il y a des licences, où il y a eu des grosses expériences VR qui ont déjà été fabriquées, par exemple, en tout cas pour la partie réalité virtuelle, et où il y a un potentiel de développement sur les projets qui est assez important. Donc, une des choses qui est assez intéressante à retenir aussi sur ce truc-là, c'est que la réalité virtuelle, en l'occurrence, et les technologies immersives de manière générale, c'est des choses qui ne se racontent pas ou qui ne se voient pas, c'est des choses qui se vivent. Pour qu'une expérience en réalité augmentée ou une expérience en réalité virtuelle, on la perçoive vraiment comme elle a été créée, il faut la vivre. On ne peut pas envoyer une plaquette ou une vidéo ou je ne sais quoi pour expliquer ce que c'est, il faut la vivre. Donc ça, c'est un petit peu le truc qui est aussi difficile quand on veut proposer des services à l'étranger, c'est que finalement, il faut qu'ils viennent, il faut qu'on y aille, il faut faire des allers-retours, ou sinon il faut envoyer les logiciels, mais les logiciels, on ne sait pas toujours comment ils vont être installés, utilisés, est-ce qu'ils vont être mis dans les bonnes situations. Donc c'est assez difficile, donc c'est pour ça aussi qu'on fait beaucoup de festivals, qu'on emmène les expériences, les projets, les productions à l'étranger à travers les festivals, parce qu'on peut inviter des prospects sur place, etc. Mais souvent, les mecs qui viennent, les personnes qui viennent, les messieurs et dames qui viennent, ils testent, ils trouvent ça super, ils nous disent « Ah, c'est génial, il faut que je fasse venir moins de +2, +3, +4, +5 », et puis ils viennent 2 fois, 3 fois, mais en une semaine qu'on est sur place. Ils n'ont pas tous le temps de venir, et donc il faut revenir la fois d'après ou l'année prochaine, parce que le prochain festival il est en 6 mois ou dans 8 mois ou dans 1 an, donc on ne peut pas tout le temps faire des allers-retours, finalement c'est coûteux, on a une empreinte carbone qui commence à être mauvaise, donc c'est pas, voilà. Donc là nous par exemple on essaye en ce moment de travailler sur l'ouverture d'un showroom sur place, ce sera certainement un vecteur aussi qui pourra aider tout le monde là, à avoir vraiment un lieu, notamment en Amérique du Nord, là où on pourra proposer à des prospects, à des gens de venir essayer les expériences de réalité. Donc sur place, ça pourrait être par exemple à Los Angeles Alors pour l'instant, de notre côté, on est en train d'ouvrir, on a ouvert cette semaine passée un premier lieu à Las Vegas. On a eu une opportunité à Las Vegas, mais effectivement Los Angeles, ça aurait été quand même plus pratique pour un showroom. Mais c'est en cours, c'est à l'étude, on va voir comment s'implanter là-bas. Mais donc ça va faire partie aussi des projets à moyen terme, parce que vraiment sur les techno immersives, par définition, il faut les essayer pour pouvoir les adopter, pour pouvoir bien se rendre compte de la qualité des choses. C'est aussi un domaine où c'est assez... c'est une des choses qu'évoquait Voyelle tout à l'heure. C'est pas facile de se rendre compte de la qualité sans l'avoir vécu, sans l'avoir essayé. Et inversement, c'est pas facile de se rendre compte quand c'est pas bien tant qu'on l'a pas vécu et pas essayé. Et donc on a eu un petit peu, à la différence des technos, en tout cas de l'entertainment traditionnel, vous jouez à un jeu vidéo, vous regardez un film, on voit des effets spéciaux, ils sont bien, ils sont pas bien, bon, on aime bien, on n'aime pas, on sort et puis on passe à autre chose. En réalité virtuelle, si vous testez une expérience qui est mal conçue, vous sortez, vous n'êtes pas bien, quoi. Y a des effets physiologiques négatifs sur les gens. Je parlais tout à l'heure d'un frein qu'on a eu pendant longtemps. Je pensais au cardboard, qui était ces petits masques en carton où on montait le téléphone. On s'est battu contre ça. Au début, c'était une blague. C'était un gag qu'avait sorti Google pour se moquer de l'Oculus Rift en disant bah, c'est rien d'autre qu'un téléphone avec des lentilles. Et finalement, tout le monde l'a acheté, tout le monde l'a imprimé, tout le monde l'a utilisé, et ça a fait un mal incroyable sur tout le marché. C'est aussi un des vecteurs de ralentissement du marché, parce que tout le monde a dit ah non, j'ai essayé la réalité virtuelle, ça m'a rendu malade, je ne recommence pas. Donc voilà, donc c'est très important qu'on puisse présenter ce qu'on fait dans les bonnes conditions. Et donc c'est pour ça qu'un des projets là, sera évidemment d'avoir un lieu de démo, et effectivement certainement à Los Angeles, aussi vite que possible. Très bien, où effectivement vous pouvez justement rencontrer les studios. Donc ça veut dire effectivement, on aura l'occasion d'en reparler peut-être l'année prochaine, parce que le temps de développer, on va dire, l'offre commerciale, de rencontrer les futurs clients. Donc, et puis l'idée évidemment suivante, c'est de ramener rapidement des projets, à la fois pour maintenir les talents, parler des talents des écoles évidemment qui souhaitent travailler sur des gros projets, qui partent beaucoup aussi à l'étranger, mais on a vu aussi que la situation actuelle fait que c'est aussi plus compliqué de voyager, donc ça peut être aussi un atout justement pour vos boîtes, la capacité de dire voilà, on a les savoir-faire, on a la structure et on peut produire chez nous avec des talents qui ont été formés en France. Je voudrais qu'on passe à l'étape suivante, on va dire en faire un petit peu d'anticipation en se disant voilà, on récupère un grand projet
international, peut-être d'un studio hollywoodien, on le ramène en France, on a ce crédit d'impôt international qui est un des éléments importants pour les ramener, mais pas seulement, parce que effectivement c'est d'abord les savoir-faire, et on l'a vu en France avec l'animation et les tournages qui sont de plus en plus nombreux sur notre territoire. Quand vous ramenez le projet, comment concrètement vous allez vous organiser? Parce que qui dit, voilà, il y a ça collectif, c'est aussi partage un petit peu à la fois de travail, comment ça va se passer, parce qu'il n'y a pas forcément la capacité de faire travailler tout le monde. Donc j'imagine qu'il y a aussi une réflexion à mener pour pouvoir proposer à la fois les compétences diverses des 6 studios actuels, et en même temps de se dire peut-être qu'on travaillera à 2 studios, peut-être à 3, comment dimensionner ça, qui va être le superviseur global. Enfin, tu vois, quelles sont justement votre réflexion autour de ça? Alors Yann, je vais être très honnête, la réponse elle va être purement théorique, puisque encore une fois, on n'a pas encore le cas d'école qui fera référence. Néanmoins, on a déjà des pistes, on a déjà des sollicitations, on en discute entre nous. L'idée, c'est que on a dans ce panel de studios des complémentarités évidentes. On a parfois même des complicités, on se connaît, on a envie de travailler ensemble. Évidemment, on reste des studios concurrents et donc il ne faut pas qu'on se batte sur un contrat. Évidemment qu'on ne va pas tomber dans le cas de figure incroyable avec un contrat énormissime qui va faire travailler nos 6 studios sur le même projet. Donc on sait très bien que certains seront servis une fois, puis la fois d'après, ce sera d'autres, etc. À nous aussi d'être suffisamment dans la communication et dans la transparence et aussi dans l'honnêteté intellectuelle pour dire ce truc-là, il est fait pour toi et c'est toi qui vas le faire. Concrètement, et encore une fois, ce n'est que de la théorie. L'idée, c'est probablement de prendre un producteur délégué qui va, lui, dispatcher le travail entre les studios, même si on le drive en lui disant, voilà, nous, voilà un peu comment on a ingénieré le pipeline de fabrication et du coup la répartition des tâches. Mais évidemment qu'il ne faut pas qu'il y ait dans French Immersive Studio un leader qui va à chaque fois dire voilà comment on va dispatcher, et puis évidemment qui va probablement avoir tendance à se servir mieux que les autres. Donc c'est pour ça que je le dis, hein, aujourd'hui c'est très théorique, j'espère que ce n'est pas un vœu pieux encore une fois, j'espère qu'on va le faire en bonne intelligence et en toute honnêteté par rapport à nos compétences. Mais il faudrait qu'on se reparle dans un an et qu'on ait 2-3 cas d'école pour dire voilà comme sur celui-là, voilà comment on a réparti, etc. Est-ce qu'il y a déjà justement des expériences en dehors de ce label, finalement, en disant, là, sur certains projets, de travailler à 2 ou à 3 studios parce que tout d'un coup, vous étiez un peu trop léger, ou il y avait un enjeu tel qu'il fallait mieux se répartir le travail? Est-ce que c'est déjà arrivé au sein de vos studios, par exemple? Je rappelle qu'on a parfois la casquette producteur et studio. Oui, enfin, nous, en l'occurrence, on a travaillé avec d'autres studios. Soit parce qu'on était le studio prestataire pour la prod de l'autre studio, soit parce que même pour un autre producteur, on a réparti du travail entre 2 studios à ma connaissance. Mais il y a sûrement, en fait, si on creuse, je suis sûre que oui, les uns ont travaillé avec les autres. Ça nous est déjà arrivé. C'est pas forcément facile parce qu'on a dans chaque boîte, dans chaque studio, on a des systèmes. C'est pas juste des compétences et une stratégie et un domaine d'application. C'est aussi tout un système technique où toute l'équipe arrive à se parler facilement. Et c'est peut-être pas forcément le même système entre les studios. Donc il faut quand même trouver comment on va créer le bon pipeline pour la production, en fait, et que ça puisse s'intégrer. Voilà, avec créer des pipelines mutuels entre différents studios. C'est pas du tout. De nos jours, c'est plutôt facile. C'est juste qu'il faut bien s'adapter et voilà. Et je pense que il faut aussi se séparer en termes de réalisation graphique, développement, ça peut être intégration. Enfin voilà, il y a différentes choses qu'on peut se partager plus facilement que d'autres. Et voilà. Et puis il faut un lead aussi qui est là, qui pourrait changer. Donc tout ça est en effet à mettre en place pour. Mais il y a quelque chose de très nouveau dans cette initiative, c'est que effectivement
va dire, les fondateurs ou les patrons ou les dirigeants de ces différents studios ont déjà l'habitude de se parler puisque on se croise sur les fameux festivals, etc. Ce qui est très nouveau, c'est qu'on a accepté l'idée d'ouvrir des canaux de communication entre nos équipes. Alors évidemment, pas le freelance qui vient une fois par mois, mais nos équipes permanentes ou semi-permanentes, parce qu'encore une fois, on n'est pas des studios hyper luxueux avec 150 permanents, mais grosso modo, nos talents, ce qui fait notre valeur ajoutée, on accepte qu'ils se parlent ensemble. Ça veut dire que ça exige quand même une certaine confiance entre nous. Ça veut dire qu'à un moment, on peut aussi se prêter, entre guillemets, des compétences parce que vous avez un gros rush sur tel projet, vous avez besoin d'un développeur Unreal, etc. Ça peut arriver. Et donc, ça veut dire aussi que normalement, il y a une meilleure fluidité dans les communications. Ça veut dire qu'on peut apprendre qu'il y a tel ou tel appel d'offres ou tel studio ne peut pas aller seul et du coup, il en discute avec nous, on partage le truc et on réfléchit comment on peut répondre ensemble à la demande. Mais si aussi, jusqu'à présent, ça n'était jamais arrivé, c'est qu'on n'est jamais allé chercher ces fameux gros contrats à l'étranger. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que tu as effectivement des producteurs qui connaissent et qui ont l'habitude de travailler avec tel studio. Et il n'est pas question de changer ça, parce qu'aujourd'hui, entre guillemets, et ce n'est pas péjoratif du tout dans ma bouche, un petit projet à 200 000, 300 000 euros financé par du CNC, éventuellement un diffuseur, etc., n'a pas forcément besoin d'aller fabriquer dans 2, 3, 4 studios. Peut-être qu'il a un peu de son à faire en dehors du studio de fab, mais pas forcément plus. En plus, il y a la contrainte. Plus pour répondre à la capacité d'un coup d'avoir un gros projet, prenons un projet américain, en disant. Donc on parle d'un nouveau cas de figure. Ça ne pourrait pas arriver tout seul. Voilà. Nouveau cas de figure. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire avec French Immersive Studio, c'est pas réinventer ce qui se fait aujourd'hui, c'est plutôt aller chercher des nouveaux terrains de jeu et des nouveaux contrats. C'est-à-dire plus d'activités. C'est se diversifier vers l'étranger en disant, regardez, nous, on a nos petits projets qui se baladent dans tous les festivals, on est des super bons créateurs, mais on est aussi des bons faiseurs et vous pouvez venir fabriquer chez nous. Donc ça, normalement, c'est nouveau. Nouveau chantier, nouvelle activité, nouvelle source de revenus. Donc, éventuellement, on peut réfléchir à se partager, entre guillemets, le gâteau jusqu'à ce que ça devienne extrêmement lucratif et où on soit très puissants les uns les autres. Et je te dirais, ce sera un problème de riche après, mais aujourd'hui, on ne peut y aller que ensemble. On aura l'occasion d'en reparler, j'espère, dans un an et de faire justement peut-être un point justement sur le développement de ce label. Est-ce que le cinéma, ça peut être un terrain de jeu pour vous? Il y a le développement de la production virtuelle, on en parle beaucoup en ce moment, notamment avec les écrans LED, le temps réel. C'est des technologies que vous connaissez bien. Ouais. Est-ce que justement, à l'international, vous pouvez également apporter ces savoir-faire-là, et notamment certaines sociétés comme Small qui sont associées, intégrées à Maguff, qui est une société d'effets visuels. Justement, est-ce que c'est aussi des réflexions que vous avez? Bien sûr, c'est des réflexions qu'on a. La Virtual Prod et les fameux écrans là, dont on a tellement entendu parler ces derniers temps pour faire de l'intégration de personnages sur des décors en temps réel est quelque chose de nouveau, là, de mon temps. C'est aussi une techno très récente. Il ne faut pas s'y tromper. On n'est pas encore sur des résultats visuels qui vont vraiment être de la même qualité que ce qu'on fait en post-production traditionnelle, on va dire. C'est vraiment bien pour beaucoup de cas de figure différents, mais il faut savoir ce qu'on veut faire avec. Et donc, il y a encore de l'apprentissage et à la fabrication et à l'achat. C'est-à-dire qu'il faut que les demandeurs sachent finalement ce qu'ils vont acheter aussi. Parce qu'ils peuvent avoir un fantasme de ce qu'on peut faire avec qui n'est pas forcément cohérent avec la réalité technique des faits. Mais oui, c'est un sujet sur lequel donc nous, on a déjà eu l'occasion de travailler à plusieurs reprises et qui est vraiment avec un fort potentiel de croissance et très intéressant et qui va pouvoir aller chercher des choses aussi à l'international. Donc là, c'est quelque chose sur lequel on travaille déjà. Mais voilà, encore une fois, avec cette petite courbe d'apprentissage pour les uns et les autres, à la fois du côté de la fabrication que du côté de la demande, on va dire. Mais c'est quelque chose où, pareil, encore une fois, en France, on est déjà plutôt en avance sur le sujet. On a déjà des très grands studios d'écran LED avec des belles capacités de production. Là où c'était intéressant aussi, c'est que c'est quelque chose qui a été finalement, sur lequel ça a été assez facile de monter, puisque c'est les mêmes technos
de rendu, on va dire, que celle qu'on utilise pour le temps réel. La plupart du temps, ce genre de système fonctionne sur Unreal Engine, en l'occurrence, donc qui est un logiciel avec lequel on est tous plus ou moins habitués. On peut aussi travailler avec Unity pour ce genre de choses. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se recoupent en termes de techno. On aura l'occasion d'en reparler, j'espère, très rapidement. Merci à vous, en tout cas de belles perspectives. Et puis, bon vent à French Immersive Studio. Merci à vous, cette conférence est maintenant terminée. À très vite.